La semaine dernière, à Partout dans le monde... Je voulais, quand j'étais petit, faire le métier de comédien, mais quand t'es petit, tu sais pas ce que ça veut dire vraiment. Non. Tu te dis, bon, ben, je veux être à la télé comme les gens que je vois. Puis Oui. au final, c'est pas ça. Non. Mais j'ai commencé à faire du théâtre. Je pense que c'était secondaire 5. Pourquoi t'es en France? Parce que J'ai fait Chabicoin. Et donc, avec Pamela et Patricia, on s'est retrouvés balancés dans ce programme Vacances-Travail. On avait une espèce de réunion. On avait choisi la France, oui, évidemment. Tu pensais peut-être t'inscrire à des écoles de théâtre. Ah oui, moi, j'étais dû. Là. Ça tombait exactement à la période. Oui. C'était ça ma prochaine étape. Et donc, j'ai étudié 1 an, une super année à Moncton. C'était génial. La gang était vraiment super. Les profs aussi. Je m'amusais bien, mais en même temps, j'avais toujours cette envie-là d'essayer quand même d'entrer dans les écoles. Et Richard est décédé tragiquement. Ouais. Mais j'ai repris contact avec lui. J'ai dit, on a perdu un ami proche tous les deux. Ben écoute, puis je vais venir te voir à Paris. On va faire notre deuil de notre ami ensemble, quoi. Nicolas, il demandait au directeur si je pouvais assister au travail qui se faisait. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait dans cette école de théâtre-là. Oui, OK. Et j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai vu à l'école Claude Mathieu. Je trouvais que c'était tellement humain, c'était tellement... Et donc, j'ai dit, go, je passe mes auditions. Cette semaine à l'épisode, la suite de mon entrevue avec le comédien Denis Lefrançois dans Un Québécois expatrié en France. La semaine dernière, on faisait connaissance avec Denis, qui s'est expatrié en France en 1995 pour faire ses études en art dramatique et qui, par la force des choses, en est venu à s'installer et faire carrière à Paris. Il nous a expliqué ses débuts dans le métier de comédien et comment il en est venu à démarrer sa boîte de production. Et on s'était laissé sur cette question. Pour toi, dans ta carrière, est-ce que ça a été déterminant d'avoir ce rôle-là à la télévision? Parce que on pense toujours que la télévision, ça va ouvrir les portes et que ça va tout te donner toutes les possibilités. Est-ce que tu trouves que ça a été déterminant dans ta carrière? C'est une bonne question. C'est toujours difficile de déterminer. Oui, c'est déterminant. Oui, ça fait Plus belle la vie. C'est juste pour des gens qui écouteraient le podcast et qui se diraient, mais c'est quoi exactement Plus belle la vie? Plus belle la vie, ça représente 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est une quotidienne. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui regarde ça. Ça a été diffusé de quelle année à quelle année? Moi, j'étais à la saison en 2009-2010. Okay. J'ai pas fait longtemps. Hein. Moi, j'ai fait 2 mois dans Plus belle la vie. 2 mois de tournage. Après, ça s'était tiré sur une saison? Non, ça ne tire même pas sur une saison parce que ça suit. Donc, genre, c'est quotidien, là. Oui, puis tu tournes 1 mois avant que ça soit diffusé, à peu près, parce qu'ils gardent... En plus, ils essayent de rester... sur l'actualité en même temps. Donc, quand il y a des élections présidentielles, ils sont capables s'il y a Macron et Marine Le Pen qui sont un face à l'autre, un face à l'autre et qu'on ne sait pas encore qui va être président ou présidente, ils sont capables de tourner une scène en prévision que ça va être Emmanuel Macron, puis une scène en prévision que ça va être Marine Le Pen. Et puis ils se mettent ça de côté. Puis il fallait évaluer les personnages dans ce storyline-là. Oui et non, c'est-à-dire que des fois c'est juste anecdotique dans l'histoire, mais qu'on se dit, hey, ils sont forts parce qu'ils ont réussi à caser ça, qu'il y a un nouveau président, alors que, tu sais, c'est... Il y avait tourné 2 possibilités je pense qu'ils fonctionnent de même au niveau des scénaristes. Et c'est une grosse machine, hein, Plus belle la vie. Mais ça existe encore? Oui. Ça tourne encore, là. Et moi, j'étais déjà, en 2009-2010, c'était la saison 6. Donc, on fait le calcul. En gros, ça veut dire que ça existe depuis 2003. Donc, ils doivent être à leur 15 ou 16e année. Là. Wow, OK. C'est comme si ici, District 31 avait... on peut même retourner à Virginie, dans le temps, qui a tourné pendant je ne sais pas combien d'années, 10-15 ans, je pense. C'est une grosse quotidienne qui a les qualités et les défauts d'une quotidienne, c'est-à-dire que c'est critiqué par le métier parce que Plus belle la vie, ça reste du gros fast-food. Oui, c'est léger. Ouais. Après, c'est quand même bien fait. Pour du gros fast-food, c'est-à-dire la viande est bonne. Ouais,
Oui. Et puis, surtout, c'est une bonne équipe. Ils sont bien huilés. T'es bien accueilli. Une vraie famille. Fait que toi, tu as eu un rôle pendant 2 mois. Y a-tu des gens qui arrivent et qui repartent, ou y a-tu des personnages qui sont là depuis le début? Ou Ah oui, il y en a qui sont arrivés au tout début. J'ai des amis qui étaient là dès le début, qui au final, ils se sont retrouvés au bout de 8-9 saisons à sortir de la série puis aller tourner dans d'autres séries ou à faire autre chose. C'est extrêmement prenant, là, si t'es tout le temps là. Oui, c'est ça. Des fois, toi, tu te dis j'en ai marre aussi, j'ai envie de faire autre chose. Oui. En même temps, c'est une bonne sécurité. On a notre ami québécois Serge Dupire qui est quand même dans la série depuis les tout débuts presque. Je pense qu'il est confortable dans la série. Il a d'autres propositions à côté, puis il fait son groupe de jazz. Il adore le jazz, puis il fait des concerts aussi à côté. Mais il y a Serge Dupire, voilà, que les gens peuvent connaître, là, qui est là-dedans. Oui, après, l'impact que ça a pu avoir sur moi. Moi, j'ai fait un rôle de Québécois dans la série Plus belle la vie. Il faut savoir que quand tu es Québécois, que tu es comédien en France, du moment que les gens le savent, tu te fais pas proposer d'autres choses que des Québécois en termes de tournage cinéma et télévision. OK. Quasiment. Hein. C'est pas vrai parce que j'ai déjà eu des rôles qui n'étaient pas québécois où je fais le français absolument pas de problème. Il y a quand même certains exemples notables comme, mettons, Suzanne Clément, Yves Jacques, Marie-Josée Croze, tout ça, ils font des rôles de français dans des films français. Oui, c'est ça, sauf qu'eux autres, ils sont arrivés par une autre porte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux autres, ils sont arrivés, Marie-Josée Croze, par exemple, quand elle a eu son prix à Cannes, c'était sur un film québécois. Mais elle avait gagné un prix d'interprétation à Cannes et elle s'est fait ouvrir les portes toutes grandes et c'est super. Mais on n'a jamais demandé à Marie-Josée Croze de jouer un rôle de Québécoise. Non, c'est vrai. En France. Non. On n'a jamais demandé à Marc-André Grondin. Peut-être qu'on leur a demandé. Oui, puis qu'ils n'ont pas pris ces rôles-là. Ils ont peut-être été conseillés par... Je sais pas, j'aimerais ça en discuter un jour avec eux autres. Oui. Ils ont peut-être été conseillés par des gens qui ont dit non. Surtout, tu dis non parce que si tu mets le pied dans l'engrenage de ça, tu vas te faire proposer tous les rôles de Québécois de service sur le territoire français. Oui. Et c'est pas forcément bon pour ta carrière. Oui. Et c'est là où je te dis... Quelle est la différence avec toi? Ou est-ce que... Moi, dès le départ, en fait, j'ai dit non, je suis Québécois, je vais l'affirmer. Et puis je vais aller au casting, puis je vais dire, ouais, je suis capable de perdre l'accent, mais je suis Québécois. Puis tu sais, c'est... Oui. Et au final, peut-être que je me suis moi-même empêché. Tu vois, je reviens à mon amie Nadine. Oui. Dont je parlais tout à l'heure. Nadine, elle travaille beaucoup en doublage en France. Nadine, qu'on rappelle, qui est québécoise. Qui est québécoise. Mais Nadine, elle a pas... Il y a plein de gens dans le métier à qui elle a gardé peut-être ce secret-là de ses origines québécoises. OK, fait qu'il pense qu'elle est française. Ben, c'est-à-dire que quand elle voit des gens, je veux dire, dans la vie de tous les jours, elle est québécoise, on sent qu'elle est québécoise, mais dans un rapport de travail... Elle n'a pas forcément dit à tout le monde. Je pense que là, c'est maintenant qu'elle est bien installée en doublage dans ce milieu-là. Je pense qu'elle a moins de... Tu vois, elle se lâche un peu plus parce que les gens la connaissent assez maintenant pour faire « OK, ben c'est bon ». Mais quand tu as des a priori, tu te dis « Ah ouais, mais en doublage en plus, on pourrait entendre ton accent québécois. » C'est pas quelqu'un qui est bien établi dans cette branche-là du métier. Ils vont pas nécessairement dire « Ah ben non, c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut parce qu'elle est québécoise et qu'on veut vraiment avoir l'accent international. » C'est ça. On a des a priori justement par rapport aux origines ou à la façon de parler. Là. Et ma copine Nadine, je pense là-dessus, elle a bien joué parce que je pense que elle s'est imposée avant d'imposer ses origines. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, j'ai peut-être un petit peu trop mis mes origines en avant. Mais bon, c'est comme ça. Dès le départ. Et maintenant, je suis victime de ça. C'est-à-dire, après, c'est super. Hein? Puis, mais là, cet automne, il y a un film qui est sorti en France sur les Jeux paralympiques à Sydney, où je faisais un handicapé de l'équipe. J'étais pas au courant de ça. De l'équipe de basketball canadienne en 2000 aux Jeux de Sydney. Et puis, j'ai une scène assez violente où je veux me battre avec un des joueurs de l'équipe de France. OK. Ça, c'est un film qui s'appelle Chacun pour tous. Très beau film de Vianney Lebasque, réalisateur français. Mais oui, je veux dire, là, par exemple, sur le film sur les Jeux paralympiques, je suis allé passer le casting. Ils cherchaient un Québécois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la liste restreinte des comédiens québécois à Paris, et puis mon nom est dedans. Et puis de toute façon, si mon nom n'est pas dedans, il y a quelqu'un à un moment donné qui va leur dire « Hey, tu l'as pas sur ta liste, lui. » Et on va finir par m'appeler. Oui, nécessairement, parce qu'il n'y a pas comme...
n'y a pas 300 personnes. Non. Et puis après, une question d'âge. J'en connais quelques-uns des Québécois comédiens et Québécoises comédiennes à Paris. Ils n'ont pas tous le même âge. On n'a pas tous le même âge. Pas le même casting. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que si t'appelles, c'est pas parce qu'ils cherchent une fille. Là. Ils vont t'appeler parce qu'ils cherchent un gars québécois dans la quarantaine. Ou qui peut jouer 35. Oui, c'est ça. Un certain range, là, mais. Ouais, parce que là-dessus, j'ai un peu triché. Non, mais. Non, parce que Vianney Lebasque, pour son film Chacun pour tous, j'ai 45 ans. Hein. Oui. Il n'y a aucun athlète de 45 ans, je pense, même les Jeux paralympiques. Tu vois, peut-être, pas, mais en tout cas, faut vérifier. Ouais. Mais c'est juste ça dépend des sports, mais pas d'être au basket. Là. Ouais. Il cherchait vraiment un trentenaire. OK. Moi, je suis allé passer mon casting. Je sais que je fais plus jeune que mon âge. On me le dit tout le temps, il n'y a pas de problème. Oui. Mais je suis allé passer le casting et là, je me suis retrouvé devant la directrice de casting qui me donne une fiche puis il faut que je la remplisse. Il faut que tu mettes ton âge. Oui. Et là, j'avais 44 ans quand je suis allé passer le casting. Puis je me dis, je ne vais pas me mettre 44 ans sur la feuille. Fait que j'ai mis 34. OK. Puis après ça, c'est super. 34 ans, c'était l'âge idéal pour eux autres, pour le rôle du film. C'était super, quoi. Oui. Et après, ils t'ont pas posé de questions. Ils m'ont pas posé de questions. Après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, Vianney adore ton travail. De toute façon, tu es le seul que je mets sur le rôle. Oui. Je ne vais pas voir d'autres comédiens parce que tu me conviens tout à fait à moi. Oui. Donc, je vais t'imposer au réalisateur. Oui. Qui est la directrice de casting. Donc, La directrice de casting, si elle a envie de quelqu'un, elle dit au réalisateur, c'est lui que j'ai envie d'avoir dedans. Oui. Et donc, après, je me retrouve à un deuxième rendez-vous avec le réalisateur. Puis là, il me dit, donc, Denis, parle-moi, ça fait combien d'années que tu es en France? Puis là, je me dis, bon, OK, c'est facile, j'ai enlevé 10, donc j'enlève 10 à toutes. Fait que là, j'étais obligé de... Tu sais, je réfléchissais, puis je me disais, mais à un moment donné, c'est pas logique. J'ai travaillé à la Comédie Française sur Le Marchand de Venise en 2002, je crois. Ça voudrait dire que si je m'enlève 10 ans, ça voudrait dire que je suis né en 1983... Au lieu de 73, ça veut dire que j'aurais... Tu sais, genre, à un moment donné, tu te dis, mais si tu regardes... Puis avant 2002, j'ai fait bien des affaires. Ouais. Donc, genre, le gars, il a commencé sa carrière à 12 ans. Tu vois, si tu... T'as fait ta formation en 95, puis t'as 12 ans. Si t'analyses mon CV, tu peux pas y croire. Non, c'est ça. Puis il me posait des questions, j'étais là, enlève 10. Puis là, j'enlevais 10 à chaque fois que je répondais. Je sais toujours pas, au jour d'aujourd'hui, si Vianney Lebasque, il sait que j'ai 10 ans de plus que ce que j'y ai annoncé au départ. La production, ils le savent parce que les autres, ils me font signer des contrats. Puis là, OK. Oui, ils ont vu des cartes puis tout. Là. Mais bon, tu sais, c'est toujours une affaire un peu bizarre. Si tu l'as fait, le rôle marche. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, c'est là où je dis c'est délicat parce que j'ai toujours eu une espèce de... j'ai pas envie de mentir sur mes origines. Tu sais, on revient à ça, en fait. Et c'est peut-être là où je l'ai fait sur certains castings, mais j'étais pas, moi, tout à fait en accord avec l'envie de faire ça. Donc, c'est là où je dis que j'ai pas joué le jeu, en fait, de me faire passer pour un pur Français. Oui, toi, tu l'as jamais fait. Oui, je l'ai fait, mais je l'ai pas fait vraiment parce que j'avais toujours un côté québécois qui était là puis qui disait non, OK, sincèrement, je vais vous dire, je suis d'origine québécoise. Et puis, mais je peux jouer sans accent, il n'y a pas de problème. Oui. Je suis pas français, fait quand on t'a vu, on est allé te visiter à Paris en 2012, on s'est croisés plusieurs fois, puis t'avais 0 accent québécois là, à ce moment-là. Là, depuis que ça fait une couple de fois que tu reviens au Québec, tout ça, des fois, on le sent, l'accent français. Quand tu parles, on aussi, t'as l'accent québécois qui se mélange à ça. Tu sais, c'est comme la dualité. Moi, je suis tout le temps entre les deux. Oui, c'est ça. Est-ce que les Français, des fois, te disent, même quand t'es avec des Français, puis t'es là pendant longtemps, est-ce que ça te permet... Avec les années, est-ce que ça te permet de passer inaperçu? Est-ce que les gens ils font comme un petit sourcillement quand ils t'entendent parler? Ou tu es capable de complètement d'être totalement fondu dans la masse française puis ils savent pas que tu es un Québécois si tu décides de pas l'afficher? J'ai envie de dire, c'est variable. C'est-à-dire qu'au bout de 3 bières, là, on peut pas... Là, si tu te mets en situation de désavantage, c'est sûr qu'après 3 bières... Ouais. Non, mais c'est vrai que je peux avoir des conversations avec du monde là-bas et effectivement, je m'arrange pour qu'on n'entende pas forcément mon accent parce que des fois, j'ai pas forcément envie que mon accent québécois s'entende. Et donc, c'est drôle, tu vois, parce que le timbre de voix, il est ailleurs. Oui, absolument. Quand je prends mon accent québécois et quand je l'ai pas.
Mais tu vois, mais je peux très bien avoir une conversation là-bas et puis tout d'un coup, c'est au bout d'une demi-heure où je vais sortir quelque chose. Ouais, une puis là, la personne va faire « Ah, mais j'avais pas remarqué que tu avais un accent, d'accord. » Mais tu vois, ça arrive, ça peut arriver. Ouais. Mais oui, parce qu'avec les années, c'est aussi une question de musicalité, de langage, j'ai envie de dire. Oui. Puis d'expression, c'est sûr, parce que tu sais, à un moment donné, tu apprends à dire putain, ben tu dis putain, puis tu dis, ben, OK, ça fait partie de oui. des Puis là, expressions. tu sais, on m'avait raconté, notre amie commune, elle m'avait tout raconté un peu ta vie, tout ça. Pas tout quand même. Pas tout, non, pas okay. tout. Mais tu sais, j'en savais quand même des bons bouts, mais là, j'ai vraiment comme une très bonne base sur comment ça se passe, puis tout ça, puis comment tu vis ça là-bas. Si je te demandais, en étant installé en France, en étant installé à Paris, pour toi, comment ça se passe au niveau, tu sais, je veux dire, dans tes temps libres, la culture, les voyages, la vie parisienne, comment tu vis ça? Ben déjà, je vais parler des voyages, parce que c'est pas mal. Oui. Quand même. Quand même. Ben, l'avantage de Paris, c'est que c'est super bien situé. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir pas mal de choses depuis toutes ces années là-bas, que ce soit un voyage touristique ou même pour le travail. Après, j'ai pas fait beaucoup, c'est-à-dire j'ai pas eu de tournée européenne sur des spectacles, mais j'ai eu des tournées genre la Guadeloupe, j'en parlais tantôt. Oui. C'est pas négligeable. L'île de la Réunion, où je suis allé 2 fois en tournée. Oui. Sur des gros... c'était génial, j'ai joué Poil de carotte à l'île de la Réunion. Mais je venais de jouer en Guadeloupe, L'Avare de Molière en 1999. Je prends l'avion, je rentre à Paris. J'ai 6 heures avant mon prochain vol. Juste le temps d'aller me faire décolorer les cheveux puis colorer les cheveux en orange là, pour faire Poil de carotte. Puis après, par ma maman française dont je parlais tout à l'heure. Et puis après ça, je sautais dans un autre avion puis je faisais 11 heures d'avion pour aller à l'île de la Réunion. Et puis, on se retrouvait dans les salles à l'île de la Réunion. On avait joué au théâtre Champfleury dans la ville de Saint-Denis, qui est la capitale. Oui. Puis, je sais plus, c'est une salle de 760 places. Pour moi, en 99, 760 places. J'ai fait plus grande salle aussi depuis. Mais 760 places, c'est déjà pas pire. Oui, c'est très appréciable. Et puis, on avait des éclairs sur scène. Non, mais c'était cool. Mais donc, Guadeloupe, Réunion, pour les tournées. Après, en tant que touriste, ben là... Dans les souvenirs que j'ai l'Égypte. On avait fait un super voyage sur le Nil, tu sais, les croisières sur le Nil. Là. Oui. C'était une période où ça commençait à être chaud en Égypte. Ils disaient de ne pas trop y aller. Oui. Mais donc, il y avait beaucoup de bateaux de croisière qui n'étaient pas opérationnels. Ben, il n'y avait pas autant de touristes qu'ils espéraient, parce qu'il y avait une chute du tourisme. Mais on a fait une super croisière sur le Nil. Après, on est allé faire du snorkeling là, dans la mer Rouge et tout. Donc, tu fais, wow, c'est génial. T'es pas à Cuba, là. Non. Et puis, je sais pas, le Maroc, c'est super. La Tunisie. Au Maroc, t'es allé pour le travail ou t'es allé plus pour le loisir? Non, avec ma blonde, on est allé voir une amie qui habitait là-bas, là, à Casablanca. OK. Et puis t'es allé en Tunisie aussi. Et ouais, puis on a fait la Tunisie. Tunisie, j'ai vraiment plus fait à chaque fois. Je suis allé plusieurs fois. Ça a plus été style hôtel-plage, là, pour relaxer, c'est ça, tout inclus. Puis après, tu sors un peu de ça pour aller te balader, mais ça restait un peu le touriste qui va un peu pour se bronzer sa plage, puis prendre ça cool. C'est bien aussi. Mais... absolument. c'est pas négligeable. Puis après ça, il y a eu... la Belgique, quand même, parce qu'à Bruxelles, c'est une chouette ville. Je suis allé plusieurs fois à l'époque des bières du Nibrou aussi, parce que c'est quand même une des villes de bière. Quand même, donc, donc j'y suis allé dans le cadre du travail. Non, Dans le cadre du travail, mais on buvait quand même des bonnes bières belges. C'est dommage. On a fait un beau voyage à Bruges aussi, en amoureux. Et puis, il y a eu... on a fait Prague il y a 2 ans. Très beau souvenir. L'année dernière, j'étais à Florence. Dans le cadre du travail, je suis allé en Roumanie l'année dernière. Parce que on a joué un spectacle au Festival d'Avignon cet été. Oui. Et on va juste faire un tout petit aparté. Les gens qui sauraient pas, c'est quoi le Festival d'Avignon? C'est quoi le Festival d'Avignon? C'est le plus gros festival de théâtre au monde. Et après, il y a 2 festivals d'Avignon. C'est-à-dire, il y a le Festival IN. Ah oui? Là, tu as tous les gros spectacles. Oui, les plus grosses productions. Donc après, tu as des spectacles internationaux. Je veux dire, quand Wajdi Mouawad il a ses spectacles au Festival d'Avignon, il est dans le IN.
Oui. Quand les Reines de Normand-Chorette a été créé, je crois que ça a été créé à l'occasion du IN, ou en tout cas, ça s'est joué dans le IN. Ça, c'est le festival IN. Donc ça, c'est les grosses subventions, c'est les grosses affaires. Oui. Puis à côté de ce festival-là, il s'est créé au fur et à mesure des années, mais là, ça fait... on remonte à longtemps derrière. Jean Villard, bon bref, tout ça. Il y a un mouvement qui s'est créé pour aussi aller vers une autre forme de spectacle, en tout cas avec moins de budget aussi et tout ça. Et un paquet de théâtres qui sont greffés autour du festival IN. Okay. Et le festival OFF a été créé. Et aujourd'hui, le festival OFF, c'est même presque indécent. On compte... Comment ça? mais parce qu'il y a trop de théâtres, il y a trop de spectacles. Donc les gens ne savent plus où donner de la tête et quoi aller voir. C'est vraiment une orgie de théâtre. Là. Ouais, fait que tu as des salles, il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent sur le Festival d'Avignon parce que tu loues ton théâtre. Donc tu payes ton créneau horaire au théâtre, tu payes autour entre 10 et 20 000 euros pour la location de ton théâtre. On va dire autour de 10 000, mais ça dépend. 20 000, c'est les gros. C'est ceux qui coûtent un peu plus cher puis qui sont que je ne me paierai pas. Donc, on va dire 10 000. Oui, c'est parce que tu as maintenant à peu près 1400, 1500 spectacles dans le Festival OFF d'Avignon. En même temps, c'est-à-dire dans une journée, là, tu vas avoir 1500 spectacles qui vont se jouer. Ben voyons donc. Parce que les théâtres, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les garages, c'est-à-dire que tu as le créneau de 9h30, puis après ça, il faut que ton spectacle ne dure pas trop longtemps, parce qu'à 10h45, il faut que tu aies fini, puis là, il y a 15 minutes pour démonter, 15 minutes pour monter pour le spectacle d'après, qui va commencer à 11h15, puis tu sais, ils font ça jusqu'à 11h30, minuit le soir. C'est un peu comme l'équivalent qu'on aurait ici, ça serait le Fringe. Je sais pas si tu as vu le Fringe à Montréal, là, mais il y a des festivals comme ça. Ouais, okay. Je pense que c'est le même principe que ça doit être dans le même principe à Avignon. Mais j'en reviens pas de la quantité de spectacles que tu décris. Là, c'est fou. Il doit y avoir énormément, justement, ça doit être une affluence de gens. Je sais pas combien de temps ça dure, ce festival-là, mais... il dure 3 semaines. 21 jours. Mais maintenant, ils imposent une date de relâche pour chaque spectacle. Avant, on n'avait pas de relâche, c'est-à-dire qu'on jouait non-stop pendant 3 semaines, voire un peu plus. Oui. Dans un cadre où tu payes pour jouer. Oui, en plus. Où toi, tu vas loin au théâtre, là, et puis ça va te coûter 20 000 euros, 25 000 euros de financement parce qu'il faut que tu loues un appartement. L'appartement, en général, tu payes quoi? 4 000 euros pour le mois pour avoir un appartement. Oui, ils sont pas fous. Parce que, tu sais, les propriétaires, ils font hey, on va vous louer notre maison, notre appartement, puis on va faire du cash. Oui. Donc, il faut que tu comptes un budget pour une production avec pas trop de comédiens sur scène, entre 20 et 25 000 euros autour de là, minimum, quand c'est pas beaucoup plus. Et donc, chaque jour est important. C'est-à-dire chaque recette que tu vas faire. C'est ça. Donc, si tu fais 3 relâches, tu rates 3 jours où tu aurais peut-être pu aller chercher sur des salles, on va dire, d'une centaine de places. Admettons une salle d'une centaine de places, puis que tu fais les places à 18 euros. Mine de rien, si tu remplis ta salle, allez, on va dire que tout le monde ne paye pas 18 euros, qu'il y a des professionnels qui viennent. On va dire que tu fais 1 000 euros par représentation. Si tu fais sauter 3 représentations parce que tu as des relâches obligées, tu perds 3 000 euros. C'est peut-être les 3 000 euros qui te manquaient à la fin pour boucler ton budget. C'est là que ça passe ou ça casse. Là. Oui. Donc, bon, après, c'est problématique. C'est toujours bien pour certaines compagnies parce que c'est vraiment épuisant de jouer autant de jours consécutifs. Puis en même temps, pour les finances de la compagnie, c'est pas toujours évident. Puis, est-ce que c'est le fun de... Toi, tu vas-tu à tous les ans à Avignon ou... Non. J'ai fait plusieurs fois, parce que j'ai fait mon baptême en 97. Baptême d'Avignon, on est bien d'accord? Oui. En 98 et en 2000, je jouais Poil de carotte. Oui. C'est là où on a eu des belles tournées derrière avec Poil de carotte. Parce qu'à Avignon... Oui, c'est ça, c'est une belle vitrine. Ça te permet après ça de peut-être pouvoir amener ton spectacle ailleurs puis de le faire tourner. Oui, ça sert un peu à ça. C'est-à-dire, tu fais le Festival d'Avignon, en général, tu espères remplir ta salle et rentabiliser ton festival. Oui. Mais surtout, le plus important, c'est que tu espères attirer les programmateurs qui, eux autres, ils sont payés en général, c'est-à-dire, ils se font débloquer un budget par la mairie pour laquelle ils travaillent pour venir voir des spectacles pendant 1 semaine ou 3 jours en fonction des budgets. C'est ça. Et de voir un maximum de spectacles pour faire leur programmation culturelle dans la saison suivante. Oui.
C'est ça. Donc, c'est le marché du théâtre, c'est Ouais, Avignon. c'est ça. C'est encore le cas, même si ça l'est moins qu'avant. Mais donc, Ouais. t'espères... C'est comme le gros centre d'achat, c'est comme le Costco du théâtre où est-ce que les gens vont, les programmateurs de salles de spectacle vont aller voir Ben oui. ce qu'il offre pour pouvoir programmer après ça. Puis eux autres, ils parlent entre eux. Oui. Ils se connaissent certains se connaissent entre eux, des programmateurs. Et puis s'il y en a un qui a flairé quelque chose, puis il dit « Hey, moi, j'ai vu ce spectacle-là, il est génial. Ouais. Puis là, tu as tous les programmateurs qui s'en parlent. Ouais. Ils finissent par tous venir. Puis là, tu croises les doigts, puis tu dis « Hey, si on peut s'organiser une super tournée à la suite de ça, Ouais. ça serait génial. » Donc, tu espères toujours faire le buzz du Festival d'Avignon. Ouais, OK. Et ça peut arriver. J'ai des amis qui ont fait des buzz d'Avignon, qui ont remporté des prix d'interprétation à Avignon, parce que des fois, il y a des prix qui sont remis, ouais. qui sont remis aussi, qui sont annexes au festival, mais qui finalement nourrissent pas mal de choses dans la presse aussi. OK. Mais t'espères faire le buzz d'Avignon, en gros. Mais ça, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Puis bon, là, tu viens en France et tu viens au Québec pendant tes vacances, mais tu fais aussi tes vacances en Europe. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier que tu apprécies? Y a des endroits que tu te dis, mon Dieu, ça, c'est vraiment mon endroit fétiche que j'aimerais aller en France, ou pas en France nécessairement, mais en Europe que tu aimes aller faire ou aller voir? Moi, j'aime bien changer à chaque fois. Oui. Donc, non, j'ai eu... en France, je me souviens que pendant les premières années, en tout cas, début des années 2000, dans ce coin-là, j'aimais bien partir avec des amis puis louer un chalet en Auvergne au moment des fêtes, puis d'aller faire le réveillon du jour de l'an dans un moulin en pleine Auvergne. Et on a fait ça pendant 2, 3, 4 ans, comme ça, là, entre amis. Puis même de louer un chalet pour aller écrire, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller s'enfermer dans un chalet pour aller écrire. Ça, je l'ai fait aussi, même tout seul. OK. Parce que c'est peut-être pas évident de faire ça, mettons, quand tu es à Paris, ou est-ce que... Tu es pris par le quotidien, par toutes les autres affaires à faire. OK. Après, te dire des endroits, pour revenir à ta question, j'ai pas d'endroit précis, non, en Europe. J'aime bien changer. Il y a un voyage que j'ai pas nommé tantôt, mais c'est juste parce que, juste faire une petite parenthèse à mon tour, c'est le Niger, parce que j'ai eu une expérience nigérienne en 2006 qui correspondait à ma première mise en scène. Je venais juste de publier aux éditions Les Signes ma pièce Pour la Terre d'Ezra, disponible sur Internet. Et... On donnera tes coordonnées à la fin de l'épisode. Les gens pourront te googler et voir les choses que tu as fait et ce qui est disponible de toi. Ouais. Et non, mais Pour la Terre d'Ezra, j'ai écrit une pièce africaine. Alors, j'avais jamais mis les pieds en Afrique. Mais c'est juste que, je sais pas, j'avais envie, dans la poésie que j'écrivais, j'avais envie de vibrer Afrique. Mais bon, j'ai écrit une pièce en m'imaginant en Afrique, noire. Tu vois. Et après, j'ai fait publier cette pièce-là et j'ai entendu parler d'une structure, une jeune structure, des étudiants en métier du spectacle, en tout cas médiation culturelle et tout ça, qui voulaient organiser une tournée au Niger, mais ils cherchaient le projet. Donc, je leur ai envoyé mon texte et je leur ai soumis le projet que j'aille faire la mise en scène de ma pièce au Niger. OK. Et donc, je me suis retrouvé à partir au Niger avec une partie de comédiens français que j'avais embarqué avec moi, que je connaissais, et une partie de l'autre partie de mon équipe, si tu veux, qui était nigérienne et que je connaissais pas. Et donc, j'ai rassemblé tous ces gens-là et j'ai monté mon spectacle au Niger. Wow. Voilà. Et on est resté 2 mois. Quand même. Je me suis payé un voyage avant. Parce qu'on me dit, tu vas travailler avec la compagnie Espoir au Niger. C'est super, mais j'aimerais ça les connaître parce que si je les connais pas... Ah oui, mais c'est pas dans le budget. Je dis, mais moi, je vais me le payer, mon voyage, parce que la moindre des choses, c'est que je rencontre les gens puis que je décide un petit peu avec qui j'ai envie de travailler dans la troupe. Donc là, j'ai rencontré des gens là-bas. J'ai passé une semaine, mais vraiment la semaine, parce que quand je suis parti 2 mois, on était sous couvert du gouvernement et tout ça. On était quand même dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes. Mais quand je suis venu passer une semaine, j'ai vraiment vécu dehors avec eux autres. La vie quotidienne. On était vraiment dans leur quotidien de la banlieue de Niamey. Donc, j'ai vraiment vu, dans cette semaine-là, j'ai ressenti toute la profondeur de leur culture en plus. Et donc, j'ai rencontré les comédiens, puis après, je suis revenu passer 2 mois et on a monté le spectacle au Centre culturel de Niamey et de Zinder.
Et on est parti en tournée dans le pays. On est allé jusqu'au nord du pays, à Arlit, qui est une ville d'uranium. Donc, tu sais, tu ouvres ton robinet, puis tu te sers un verre d'eau, tu fais... non, Je pense que ouais, non. vu la couleur, je ne vais pas en prendre. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Oui, j'imagine. Mais on a été pris dans le sable en plein milieu du Sahara. Je me suis pris la tête avec un éclairagiste à... Bon, la ville m'échappe, c'est pas grave, mais dans une autre ville au centre du Niger, parce que le gars, il me dit, c'est le seul éclairagiste de la ville, d'accord? Oui. Et Agadez. C'est Agadez? Oui, je pense que c'est Agadez. Je me parle à moi-même, hein, c'est un peu mon côté Gollum. C'est pour ça que je suis en train de regarder ça, je suis comme, OK, je suis peut-être pas intervenir. Et donc, je veux pas dire de conneries, mais c'est Agadez. Et déjà, on arrive, on me dit, Denis, tu vas avoir ton spectacle, il va se jouer demain. Non, nous, on vient. On dit, notre spectacle, il se joue demain à la salle des fêtes d'Agadez. Et puis là, les gens sur place font, ah bon? Ben oui, vous avez été avertis quand même qu'on venait jouer le spectacle demain. Il fait, non, ok, d'accord. C'est ce genre de... Oui. OK, comment on va faire? Et c'est surtout, je vais voir la salle des fêtes, mais la salle des fêtes, c'est une grosse scène en béton, en extérieur, avec des gradins, mais qui sont à, je sais pas moi, 10 mètres de distance de la scène, mais tout en extérieur. Et des fils qui sortent à gauche, à droite, des fils électriques qui sortent sur les deux côtés de la scène, là. Oui. Puis c'est tout. Il n'y a pas rien. Donc là, on me dit, il y a un éclairagiste dans la ville, donc je prends contact avec lui, puis il vient avec il me dit, OK, moi j'ai 4 projecteurs pour vous faire de la lumière. C'est l'éclairagiste de la ville. Et puis je dis, OK, super, on va répéter ce soir, parce qu'on joue demain soir. Donc, je te donne les sous, hein, je le paye. Oui. Et puis, je dis, on va répéter ce soir sur le plateau. Donc, il faut que tu sois présent parce que sinon, on va être dans le noir, parce que c'est le soir. Il fait noir. Et puis, tu viens demain soir pour faire la lumière du spectacle. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu à la répétition du soir. Fait que là, j'ai allumé ma lampe de poche, là. Oh my God. Et puis le lendemain, puis je l'ai appelé après notre répétition dans le noir. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, t'es pas de confiance, je t'ai donné des sous, je t'ai dit, viens faire la lumière ce soir pour la répétition, puis t'es pas là. Mm-hmm. Ah oui, mais bon, c'était comme ça. Là. Et puis, il a essayé de bredouiller quelque chose. J'ai dit, écoute, reviens me redonner mon argent. Et il est venu. Ah oui? Donc, en même temps, tu vois, c'était pas un voleur. Non, c'est juste le gars, c'était de la négligence ou je sais pas quoi. Ouais. Mais il est venu me donner mes sous. Sauf que j'étais bien embêté. C'est le seul éclairagiste de la ville. Puis là, il fallait que ce soit le lendemain. On joue le lendemain soir. Donc, le lendemain, je pars avec Munkaila, qui était l'assistant. Et je dis à Munk, je fais, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un marché. Donc, on va sur le marché. Et j'achète des rampes de néon. Puis on a enlevé les trucs des fils électriques, là. Oui. Puis on a branché sur le bord, tu sais, les fils qui sortaient, là. On est allé brancher les rampes de néon. On a mis ça sur une multiprise avec un interrupteur. Et puis, je me suis assis pendant le spectacle. J'ai mis les gens tout autour de la scène pour le spectacle le soir. Puis moi, j'éclairais les comédiens en appuyant sur l'interrupteur. Ça faisait jit, 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 jit. Ça allumait les rampes de néon. Et puis surtout, j'avais vraiment un spectacle où le narrateur, le conteur, faisait tout le temps noir. Il annonçait les noirs. OK. Et donc, moi, à chaque fois, j'appuyais sur Quand on dit annoncer les noirs, c'est juste que l'éclairage tombe, là. C'est-à-dire, tu sais, dans le texte, il est écrit noir. Oui. Moi, je le faisais dire par le gars qui racontait l'histoire. Oui. Et donc, à chaque fois, il disait noir. Puis là, j'appuyais sur l'interrupteur, ça faisait un noir. Puis après, il y avait une autre scène qui suivait. Tu sais, tu fais le noir, puis tu rallumes. Sauf que tu rallumes et ça fait clic, 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 clic. C'est des néons. Des néons qui n'allument pas automatiquement, on s'entend, là. Mais c'était très drôle. Très drôle. Ouais, mais ça, c'est tout méchant. Donc ça, c'était l'anecdote du Niger. Mais où, voilà, juste pour dire, Niger, j'ai été reçu par le ministre de la Culture qui était trop content de venir saluer sur scène avec les comédiens après le spectacle à Niamey, alors qu'il n'avait pas du tout collaboré au spectacle. Mais, non, j'étais juste content de se montrer. Là, oui. C'était drôle. J'ai salué avec le ministre de la Culture du Niger. Écoute, c'est fou. C'est fou tout ton parcours, tes anecdotes. Juste avant de faire le questionnaire de l'épisode, que j'ai fait un questionnaire qui s'appelle le questionnaire Expat. J'ai une question qui est assez principale. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut s'installer ou s'expatrier en France pour travailler,
ça serait quoi ton conseil? Mettons, là, si on dit peu importe le domaine. Oui, peu importe le domaine. Un conseil, c'est compliqué parce que, en fait, c'est pas facile d'avoir des papiers, je pense, en France. Donc, le conseil, c'est débrouille-toi pour te trouver une job. Oui. Ça serait dans le fond de faire des démarches d'avance pour juste arriver là sur un cheveu sur la soupe puis dire « Hey, je m'en viens travailler. » Non, après, tu peux faire... c'est ce que tu as fait, mais bon, c'est comme... Ouais, mais j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une structure. Mais après, le milieu artistique, c'est pas facile non plus, tu vois. Mais je pense que quelqu'un qui est dans un domaine bien précis puis qui va faire un voyage touristique en France, puis t'es en tourisme, mais tu fais des démarches professionnelles en même temps, puis que tu rencontres une entreprise qui décide de t'engager, je pense que si l'entreprise te fait des papiers en disant « Nous, on veut cette personne-là tu reviens faire ton visa. » Tu fais le procédé que j'avais fait, c'est-à-dire tu reviens faire ton visa au Québec. Oui, c'est ça. Puis l'affaire est ketchup. Tu vois, Fait que dans le fond, le conseil, ça serait de prévoir les démarches d'avance. Oui. De s'informer, puis de dire, OK, bon, si je veux faire ça, ça va prendre ça, puis de faire ta recherche à l'avance pour pas perdre de temps ou comme justement arriver à des sans-issues où est-ce que c'est pas nécessairement la bonne chose qu'il fallait faire. Là. Oui, mais après, il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain pour voir comment ça marche. Oui, exactement. Aussi. Fait que, tu sais, le conseil, je dirais que le vrai fond du conseil, c'est non, faut se faire des vacances, des vacances travail. Le programme, le PVT, le programme vacances-travail. Des vacances de démarchage. Oui, c'est ça. OK. Ben écoute, merci de toutes tes anecdotes, de tous tes conseils, de tout ce vécu-là que tu as livré avec une énorme générosité. J'ai un questionnaire, c'est le questionnaire Expat. En quelques mots, pour toi, ce serait quoi tes coups de cœur à Paris ou en France pour si tu avais le meilleur café? Y a-t-il un endroit que tu recommanderais? Quand tu dis café, tu dis pas bar. Non, c'est ça, un café, là. Pour prendre un café. Je sais que la culture du café n'est pas la même en France qu'ici, là, mais... Ouais, après, moi, c'est rare que je bois des cafés dans les cafés. OK. Contrairement ici, où est-ce que tout le monde fait ça? Là, ouais, mais c'est vrai que moi... non, mais à Paris, les gens le font. Mais c'est juste que moi, je n'ai pas le réflexe de descendre en bas de chez nous pour aller boire un café. J'ai ma machine à café, je me fais mon café à la maison, puis... Tu vois, j'ai pas le réflexe d'aller chercher un café quelque part. Mais bon, moi, je vous conseille de venir en bas de chez nous, d'ailleurs. Le café Le Cerf, au métro Béraud, à Vincennes. Parce que c'est la ville de Vincennes qui est collée sur Paris. Oui. C'est juste à côté du bois de Vincennes. Oui. Fait que là, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre ton petit café au café Le Cerf. Et tu sors du métro, t'es là. C'est le café Le Cerf, c'est génial. Et puis après ça, tu fais juste 5 minutes à pied, puis tu vas faire une balade dans le bois. OK, je pensais que t'allais dire, après ça, tu montes au deuxième, puis tu cognes à la porte, puis tu es chez nous. C'est un peu ça, d'ailleurs, je suis au deuxième. OK, bon, je voulais pas nécessairement le dire, mais peu importe. Bon, OK, on sait où est-ce que tu restes maintenant. Je peux le couper à la limite. Ouais, mais je suis pas à côté du café Le Cerf, vous avez pas me trouver facilement. OK, pas nécessairement directement. OK, d'accord. Bon, mais très bon conseil. L'endroit le plus cool pour aller avec les copains à Paris ou en France ou peu importe. Ah oui, c'est super large, là. Tout d'un coup, ça prend une proportion. L'endroit le plus cool... Ouais, mettons on va se dire Paris, là. Tu dis, OK, j'ai des amis qui viennent, je les amène là. Ah oui, c'est-à-dire, je vais mélanger plein d'affaires. C'est-à-dire, ce qui est génial à Paris, quand il fait beau en été, c'est de se faire des apéros sur les quais. Ça rime en plus. Oui, les quais de la Seine. Ouais, genre les quais de la Seine ou même le canal Saint-Martin. Où il y a un canal aussi qui passe là. Oui. Mais il y a des beaux coins. Tu te fais un gros pique-nique à plusieurs. Mm-hmm. Tu t'amènes ta petite nappe, là. Tu t'amènes tes bonnes bouteilles de vin que tu es allé chercher chez mon ami Greg, qui est le caviste de Vincennes, qui est super. Et puis, et puis des bons fromages, de la bonne charcuterie, du pain. Important. Bien sûr. Et puis tu vas te poser sur le bord des quais de Seine. Et tu te fais une grosse soirée là à plusieurs. C'est génial. C'est parfait. Hein? Je te pose la question. Le meilleur brunch, est-ce que vous faites le brunch le dimanche? Pas trop. Non? Non. OK. J'ai déjà fait un brunch avec des amis c'était le fun, mais après, c'était du côté des Halles, au cœur de Paris. OK. Mais j'ai pas trop de références. Là. Je cours pas les brunchs parisiens. C'est pas ton truc. Non. C'est parfait. Ton endroit préféré pour présenter un spectacle? Dans les endroits que je connais... Parce que là, toi, tu présentes des spectacles, mais aussi ça pourrait être aussi pour aller voir un spectacle. Pour, mettons, les gens qui veulent visiter et voir des spectacles, pour toi, ça serait quoi un incontournable ou une référence?
Ben, il y a plusieurs endroits. En fait, des fois, ça va aussi avec le cadre autour. C'est-à-dire qu'il y a le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, Oui. qui est un chouette lieu parce que tu peux aussi manger sur place, tu peux boire un verre. Il y a toujours une bonne ambiance, tu rencontres les gens. Il y a plusieurs salles de spectacle à l'intérieur. Donc, c'est une espèce de melting pot de plein d'affaires. Mhm. Et c'est vrai que c'est toujours plutôt agréable d'aller faire un tour au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Tu rencontres toujours du monde Il y a en quelque plus. chose, il y a Puis tout le temps quelque chose que tu peux avoir, Ouais, puis ouais. faire, puis voir. Puis il y a des lieux qui sont magiques comme ça, comme le Lucernaire, qui est un tout petit peu plus petit théâtre. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Tout oui. petit peu plus petit Un théâtre. plus petit théâtre, oui, oui. C'est ça. Qui pareil, il y a une salle de restaurant en bas, il y a même un cinéma. Puis il y a 3 salles de spectacle. Puis c'est un lieu qui est chaleureux. Puis tu as plaisir à aller voir des spectacles au Lucernaire. Ça a peut-être. C'est pas le même niveau de théâtre. Parce que le théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, c'est plus du subventionné et tout ça. Alors que Ouais, plus chic, le mettons. Lucernaire, on serait plutôt dans du cadre de théâtre privé où les ok. compagnies mettent un peu de sous de leur poche et tout ça aussi, Ok. tu vois. C'est bon. Si je te demande le plus bel arrondissement pour aller se balader dans Paris. Ah, c'est compliqué aussi, hein. Mais ce qui est pas mal, moi j'aime bien le quartier latin parce que Qui est situé dans quel arrondissement? donc dans le quartier latin, non c'est pas vrai. C'est 5e, 6e arrondissement. Oui, pour le C'est Saint-Michel, Saint-Germain-des-Prés. Là. Saint-Germain-des-Prés, oui. Mais je crois que ce qu'on appelle le quartier latin, c'est plus le 5e, c'est plus Saint-Michel. OK. Mais bon, tu as la proximité de la Seine, tu as l'île de la Cité, en fait, tu peux traverser les ponts. Tu as la Seine, c'est quand même c'est beau. Oui, La Seine, oui, absolument. tu as des beaux monuments aussi, des vieux édifices qui sont sur le bord de la Seine à cet endroit-là. Si tu rentres dans les petites rues, c'est super mignon. C'est des petites rues qui sont pas trop étroites avec plein de petits commerçants. Ça reste très touristique. Hein. Moi, je vous conseille pas d'aller boire un verre place Saint-Michel, en arrière de la fontaine, là. Tu sais, juste quand tu passes la fontaine. Les gens qui écoutent l'épisode Denis pointe en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'il pointe, là, mais il pointe. Non, mais parce que je sais qu'il y a un bar, je me souviens, à chaque fois que tu vas boire un verre là-bas, ils ont tout le temps du monde. Okay. Parce que c'est tellement touristique, ce coin-là. C'est bondé, là. C'est-à-dire qu'ils sont bêtes. OK. Tu sais, le cliché du serveur bête qui envoie balader ses clients parce qu'il n'y en a rien à cirer, parce que demain, c'est d'autres mondes qui vont être là. Ouais, c'est ça. Pas les habitués. Ouais. Donc, n'allez pas dans ce bar-là. Là. OK. Oui, celui-là que tu pointes. Ouais. Ouais, il y a peut-être des trucs plus plaisants à voir ailleurs. D'ailleurs, ça m'amène à la question. Si quelqu'un te demande où est-ce que je devrais aller prendre un verre. Ah, ben pas là. Pas là, mais je sais qu'il doit y avoir une pléiade d'endroits où est-ce que tu peux aller, mais mettons, si on se dit un quartier pour aller prendre un verre, ça serait quoi l'idéal? Quartier de la Bastille. Oui, que tu nous avais amené d'ailleurs dans le quartier de la Bastille pour prendre un verre. Oui, ben tu vois. Oui, c'est ça. Et quartier Oberkampf, dans ce coin-là, la rue Oberkampf. OK. Il y a pas mal de bars. Coin Oberkampf-Saint-Maur, là. Oui. Il y a un endroit qui s'appelle la Place Verte. C'est plutôt agréable comme bar, c'est assez grand. Puis du côté de la Bastille, moi j'ai un bar, ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé d'ailleurs, mais... c'est le bar que tu nous avais amené? Qui s'appelle l'Entrepote. C'est-tu là que je t'avais amené à l'Entrepote? C'est possible? Écoute, ça me dit quelque chose, mais là... C'est tenu par le patron, s'appelle Nasser. Tu te souviens pas de ça? Peut-être pas, là, ce point-là. Mais c'était l'Entrepote, ça doit l'être toujours. Ça fait un bout de temps que je suis pas allé, mais c'était les meilleurs mojitos de Paris. Oui, il y avait des mojitos. Ah, oui. Ça. Ah, je pense que c'est là. Ouais. Effectivement. Ouais, OK. Puis sinon, le Marais, ça se peut-tu? Ou dans le Marais, y a-tu des trucs intéressants? Oui, mais je connais mal le quartier du Marais. Oui, on est déjà sorti dans le Marais, mais je connais. Ouais, je peux pas te donner d'endroit précis. Même si c'est chouette, là, pour se balader aussi, c'est un beau quartier, le Marais. Oui, moi j'avais bien aimé. On était logés là, dans ce coin-là, puis j'avais beaucoup aimé le Marais. Et le café L'Envol québécois, quand même. Parce que, je veux pas. Histoire C'était un petit goût de nostalgie quand tu es à Paris. Tu vas aller voir quelque chose de plus québécois. La plus belle terrasse, si on est dans la même veine, ou la terrasse la plus chouette pour aller prendre un verre ou avec des amis, tout ça. Je sais qu'il y en a, encore là, il y en a sans fin, là, il y en a plein. Oui. L'autre jour, on était allé, je savais même pas que c'était possible, mais il y a un bar-restaurant qui se trouve sur le dessus du centre Beaubourg.
Et donc, tu peux aller sur le top, là, Oui, oui. et puis tu peux aller boire un verre en haut. Et donc, tu as une super vue de Paris. OK. Et en même temps, tu as une terrasse. Tu peux t'asseoir en terrasse. Ouais, Donc, ça, c'est pas mal. Puis, il y a un autre bar, mais je me souviens plus du nom, dans le 20e arrondissement où je suis allé l'autre jour. Mais tu pognes ta bouteille de vin. Tu payes ta bouteille de vin en bas. Tu t'achètes une pizza. Et puis mais c'est un restaurant chic, là. Tu sais, c'est Stark là, qui a fait ça, là. C'est... Tony Stark, là. non, Tony Stark, c'est autre chose. Il fait des hôtels bien... Ouais, mais je me souviens plus du nom. Ouais, mais ça me dit, le nom me dit revient quelque pas. chose, effectivement, Stark, là, Ok. dans l'hôtellerie. Là, ouais, ouais. Et puis, en fait, tu prends l'ascenseur avec ta bouteille de vin puis ta pizza. Puis après, tu t'installes sur le toit. Il y a wow. des tables et tout. Puis pareil, tu as une super vue. C'est dans le 20e arrondissement. C'est une très bonne idée. Ouais, OK, on retient. Je vais prendre des notes de toute façon. Mettons, l'événement ou le happening le plus cool que tu as vécu ou que tu es allé visiter, ça peut être un festival, ça peut être une soirée, ça peut être... Ça peut être un festival. Ça peut être un festival, ça peut être une soirée en particulier, ça peut être, tu sais, je sais pas, moi, un 14 juillet en particulier ou oui. une fête de village, ça peut être n'importe quoi, là. Disons que le 14 juillet, c'est toujours, c'est pas pire parce que c'est la fête de partout, hein, Ouais. donc c'est un événement. Oui. Je l'ai pas toujours fêté, mais oui, genre au Festival d'Avignon, un 14 juillet, en plein milieu du festival où les gens sont là pour venir voir des spectacles, puis là, tout d'un coup, c'est la grosse fête, puis des feux d'artifice, puis c'est un moment assez fun à voir. Ouais. Ouais, OK. Et puis après, si on me dit un festival, je dirais, c'est un souvenir de 1992, parce que j'ai toujours pas fait à nouveau depuis 1992, c'est d'aller aux Francopholies de La Rochelle. Ah, ben oui. Moi, je J'avoue. m'étais payé le trip de partir une semaine au Franco de La Rochelle en 1992 parce que notre cher Jean Leloup était en concert Oui, de oui, clôture avec Jacques Higelin et j'étais allé exprès passer une semaine juste pour le show de Leloup. Que tu capotes sur le loup, d'ailleurs. Oui, ben ça, c'est... Toi, tu le sais, mais... Moi, je le sais, mais pour les auditeurs, maintenant vous le savez, Denis adore Jean Leloup. C'est une très bonne suggestion. T'en as d'autres? Ou... il pourrait en avoir plein, là, mais... Oui, il pourrait en avoir plein de même, mais non, là, ça me vient pas. Là, T'as mais... bien ciblé à date, en tout cas. Oui, effectivement. Mais moi, j'avais pas pensé au Festival de La Rochelle. C'est une très bonne idée. C'est le fun parce que, en fait, t'es loin de Paris. C'est autre chose. T'es dépaysé. Oui. T'es au bord de la mer, donc Oui. tu peux aller à la plage la journée, tu peux aller voir des concerts. Oui. Tout est ouvert de partout, mais un peu comme au centre-ville de Montréal, mais ça reste... C'est les Francopholies de La Rochelle. C'est l'origine des Francopholies, c'est là. C'est là. Puis, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu viens du Québec puis que tu te retrouves à La Rochelle aux Francopholies, tu découvres les artistes locaux. Puis en même temps, tu fais, c'est génial, il y a plein d'artistes québécois qui sont là, qui viennent chanter, qui viennent se faire connaître, qui sont pas connus, que nous autres, on connaît super bien au Québec, mais que la France connaît pas. Fait que là, tu te retrouves tout d'un coup à taper discussion avec, moi, à l'époque, c'était, tu sais, je suis allé voir Dan Bigra, il venait juste de percer au Québec. Oui. Et j'étais dans la salle et j'avais des frissons sur les bras. Tu sais, Dan Bigra, ça venait juste d'éclore, là. Oui. Et les Français connaissaient pas. Puis moi, j'étais dans la salle, j'avais mon drapeau du Québec dans les mains. Je suis allé voir French Bee là-bas, aux Francopholies de La Rochelle à l'époque. Tu te souviens de French Bee? Oui. On se souvient de la langue. La langue de Lepage puis celle de Tremblay. Oui, hey, ça date, my God. Donc, j'avais oublié ça. donc oui, les Francopholies, il y a quelque chose qui est... En tout cas, moi, c'est un super souvenir en plus. Écoute, la prochaine fois que je vais passer dans le coin de La Rochelle, je vais retenir le meilleur endroit pour une bière en France ou à Paris. T'as le goût d'une bière, là. Où tu vas? Tu vas en Belgique? Non, moi, j'aime bien aller à la place Clichy parce qu'il y a 2 bars à bière à la place de Clichy. Il y a le Carolus et il y a la Taverne Clichy qui se trouve juste là, à la sortie du métro, à côté du gros cinéma Pâté. OK. Il y a un gros cinéma, puis sur la droite du cinéma, là, tu as 2 bars à bière. OK. Moi, j'aime bien aller là-bas quand je donne rendez-vous parce que ça change des autres quartiers. Oui. C'est le quartier de Clichy et tout ça. Puis, J'ai comme pas ça, vu, là, spontanément, je te dirais ça. Ah oui, wow. OK, je retiens. Ça, c'est encore une très bonne suggestion. Ton parc préféré pour... si tu as le goût d'aller dans un parc. Tu as parlé du bois de Vincennes tantôt, là, bien sûr. Ouais, mais c'est pas un parc. Ouais. C'est un bois.
OK. Non, mais c'est vrai. Ouais, oui. Le parc des Buttes Chaumont, je dirais. C'est là où je suis le plus souvent allé. Ça a l'air de quoi, les buts de Chaumont? Ben, il y a des buttes. Oui. Il y a un petit lac artificiel. OK. Ils ont même mis une chute d'eau OK. à un moment donné. Bon, après, ça sent un petit peu trop le pipi si tu t'avances un peu trop, là, mais Ouais, OK. non, tu sais, c'est les inconvénients Des parcs, de la ouais. grosse ville comme ça, mais Oui. ça, c'est partout pareil. Bah oui, absolument. Mais tu peux t'asseoir dans l'herbe, aller pique-niquer avec des amis. C'est vallonné, puis c'est grand. C'est-à-dire, tu peux faire le tour du parc, tu fais pas en 3 minutes. Fait que c'est vraiment un vrai parc de ville Ouais, avec ouais. des choses à faire, des activités, tu peux pique-niquer. Comme quand tu vas au parc La Fontaine. OK. Ouais, ce serait l'équivalent. Prochaine question. L'endroit qui a fermé, qui n'existe plus, dont tu t'ennuies. Il y avait un bar. Ouais, toujours les bars. Hein. Oui, oui. Mais c'est ça qui ferme. C'est triste. Ah ben oui, c'est sûr, c'est très éphémère. Oui. Mais il y avait un bar qui s'appelait La Liberté, qui se trouvait au métro Faidherbe-Chaligny à Paris. C'est mon amie Lisanne Potvin, qui est une super artiste peintre québécoise, qui est revenue à Montréal maintenant, ça fait un bon bout de temps, Oui. mais qui a vécu longtemps à Paris et qu'on est amis depuis des années. Oui. Et Lisanne, c'est elle qui me sortait là-bas. Et c'est là, tu sais, les groupes comme les Têtes Raides. Ça dit quelque chose, les Têtes Raides? Non, pas celui-là, par exemple. Têtes Raides, c'est un des gros groupes français tu sais, il y a eu La Tordue, les Têtes Raides. En tout cas, c'est une espèce de mouvance française, de chansons françaises très fortes avec du rock, mais aussi, je dirais pas du trad, mais en tout cas, quelque chose d'assez guinguette OK. derrière. OK. Mais c'était des gars, c'est quand même des sacrés numéros. Ah oui, OK. Et puis, c'est un peu... La Liberté, c'est là où il y avait tous les cas de société qui venaient boire des verres. Mais c'était génial. OK. Puis tu discutais avec tout le monde. Et puis des soirs, ça virait en party avec des groupes qui venaient jouer à l'improviste. Parce que tu sais, c'est le petit bar. C'est tout petit. Hein? Oui, oui. C'est minuscule. Ça C'est fait- comme genre le verre-bouteille où tu vois. Ouais, ou l'escogriffe, ou Ouais. OK, un peu dans cette mouvance-là où est-ce qu'il y a des petits groupes, puis c'est très... Puis, là, j'ai appris que c'était fermé, là. Donc, j'ai pas pleuré, mais Ouais. c'est dommage. Le ou les quartiers que tu veux découvrir davantage prochainement. Des choses que tu dis, ah ouais, j'aimerais ça, mais ça a l'air... Ça peut être, pas obligé que ce soit à Paris, ça peut être ailleurs aussi. Là. Un quartier quelque part dans le monde. Ah oui, un quartier quelque part dans le monde. Non, mais il faut que j'aille à Berlin. OK. Tu vois, j'habite, mine de rien, Paris, c'est pas loin de Berlin. Ouais. J'ai un cousin qui habite là-bas, mais on s'est vu à Montréal il y a quelques mois. Ouais. Mais ça fait quoi? Ça fait 15 ou 20 ans qu'il habite à Berlin. Et j'ai jamais visité mon cousin qui habite là, juste à côté. Ouais. Donc, il a fallu qu'il vienne à Montréal en même temps que moi pour qu'on se voit à Montréal. Ouais. Fait que là, on s'est dit que c'était l'occasion de se faire un voyage à Berlin la prochaine fois. Surtout qu'il paraît que Berlin, c'est très beau, qu'il y a plein de parcs, c'est très vert. Ouais, ça, c'est une ville que je vais visiter, que j'ai pas faite encore. OK, ben, tu vois, moi, c'est ma prochaine étape là, de visite proche, on va dire. Écoute, t'as répondu en passant, en faisant cette réponse-là, t'as répondu à 3 questions en même temps. Je suis fort! Ouais. Fait que là, on est rendu à la section Blitz. Fait que le Blitz, qu'est-ce que c'est? C'est, je te donne le choix entre une chose ou l'autre chose. OK. Il faut que tu choisisses. Ouais, OK. Je sais, des fois, ça va être des choix déchirants. Ouais, je Mais vois il le faut- principe. Tu vois Ouais. le principe? Ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai rien inventé. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Puis ça va y aller assez rapidement. Fait que je te demande, Coupe du Monde ou Coupe Stanley? Coupe Stanley. Buvette parisienne ou microbrasserie de Montréal? Microbrasserie de Montréal. Mont-Royal ou Bois de Vincennes? Bois de Vincennes. OK. Mont-Tremblant ou Mont-Ventoux? Mont-Tremblant. OK. Week-end à la campagne au Québec ou en France? Au Québec. Oratoire Saint-Joseph ou Sacré-Cœur? Oratoire Saint-Joseph. Oratoire Saint-Joseph. Le métro de Paris ou le métro de Montréal? Le métro de Paris. La Seine-4 ou les Champs-Élysées? La Seine-4. Je suis crampé. En passant, j'ai un blitz pour tout le monde, mais ça, c'est un blitz juste pour toi. OK. C'est Ben, vraiment, je l'ai vois fait bien. juste pour toi. Je vois bien. Sortir dans le quartier latin de Montréal ou dans le quartier latin de Paris? Quartier latin de Paris. Parfait. Là, on revient au blitz traditionnel. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? 5 étoiles. Voyage planifié préparé ou improvisé?
Improvisé. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Camping sauvage. Bouffe de rue ou table d'hôte? Table d'hôte. Bouffe mexicaine ou indienne? Indienne. Thé ou café? Café. Centre-ville ou la campagne? Les deux. Les deux? OK. Se lever tôt ou veiller tard? Les deux. Les deux. Tu sors pas beaucoup, hein? Voyager seul ou en groupe? Les deux. Les deux. Exprès. Ah ben non, mais tu me donnes pas le choix. Moi, je préfère voyager à deux que seul ou en groupe. Fait que, avec ta copine, bref. Ouais. Tout inclus ou backpack? Tout inclus. Tout inclus. Le tour du monde pendant 1 an avec une tente et un sac à dos ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée? Eh ben, le tour du monde avec le sac à dos. Le tour du monde avec le sac à dos. Ouais. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Plongée sous-marine. Plongée sous-marine. Moto ou Westphalia? Moto. Moto. Visiter un musée ou faire du shopping? Visiter un musée. Visiter un musée. Verre de vin ou pinte de bière? Verre de vin. Verre de vin. Ah. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Sommet d'une montagne. On se loue une voiture ou on prend un train ou un autobus? Non, on se loue une voiture. Sur une voiture. Gros déjeuner copieux ou café croissant? Gros déjeuner copieux. Gros déjeuner copieux. Écoute, mais c'est tout, merci. Mais t'as vu que dans le Blitz, là, j'ai dit que je voulais aller dans un 5 étoiles, mais après ça, je préfère les voyages en pack-sac. Oui, mais c'est ça la dichotomie de la chose, Ouais, c'est que... c'est génial. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais tu sais, entre ça ou ça, c'est quoi tu préfères? Oui, ben oui. C'est ça. Ben, c'est qu'auberge de jeunesse, je dis, ben là, j'ai passé mon tour là, pour les auberges de jeunesse, fait que je veux bien 5 étoiles. Oui, Mais après ça, tu dis, ouais, mais je préfère quand même le pack-sac que le luxe de... Tu sais, c'est... Une villa, ouais. ouais, où est-ce que tu serais tout le temps pogné, ouais, c'est ça. C'est génial. Ouais. Écoute, merci encore une fois, Denis, de toute ta générosité, de toutes tes anecdotes. C'est vraiment super intéressant. C'est un épisode vraiment particulier aujourd'hui, mais c'est un épisode que je voulais vraiment faire parce que c'était tellement riche en connaissances, en vécu, en savoir et en expérience personnelle que pour moi, ça comptait beaucoup cet épisode-là. Fait que merci encore une fois de tout. Et je vais donner aux auditeurs la chance de pouvoir suivre ton travail autant sur les réseaux sociaux que sur si tu as une page web ou peu importe. Je voudrais tout mettre les informations sur le site du podcast et aussi sur iTunes, etc. Il y aura les gens pourront cliquer les liens pour te suivre, toi et ta compagnie et tous tes projets que tu comptes réaliser dans les prochaines années. OK, ben super. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Denis. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on va discuter de voyage de moto avec Luc. Ciao! Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast.